conséquences psychopathologiques. Donc les conséquences psychopathologiques, la structure psychotique. Les personnes de structure psychotique présentent une perturbation fondamentale du rapport à la réalité. Celui-ci est altéré ou aboli. La personnalité et l'identité profonde sont perturbées radicalement, la personne n'étant pas capable de raisonner de la même manière que le sujet normal, entre guillemets. En fait, les modalités d'approche du monde et la logique communément admise de jugement présentes dans son groupe social et ethnique ne sont pas reconnues par elle. Donc en fait, les modalités d'approche du monde et la logique communément admise de jugement présentes dans son groupe social et ethnique ne sont pas reconnues par elle, c'est-à-dire par la structure psychotique. 3 éléments caractérisent les psychoses. Une absence de conscience des troubles, c'est l'anosognosie. Un détachement du réel, avec apparition d'une néo-réalité, c'est le délire. Des symptômes qui ne sont pas compréhensibles en fonction de l'histoire de la maladie. Il existe une cassure dans le psychisme et cela amène la personne à être coupée d'elle-même. Du fait de la gravité de ces troubles, le patient atteint de troubles psychotiques nécessite souvent une prise en charge importante en psychiatrie. La caractéristique commune des psychoses est qu'il y a toujours présence d'un délire, formulé ou non formulé. C'est un trouble de la pensée marqué essentiellement par une perception erronée de la réalité. Dans certains cas, on note la présence d'hallucinations, c'est-à-dire de perceptions sans réalité objective. Rappel sur le développement de la personnalité psychotique au travers des différents stades. Nous l'avons vu précédemment, c'est durant le stade oral que se mettent en place 2 choses très importantes pour le développement et l'épanouissement futur de l'enfant. Les premières bases de la relation d'objet, la relation à l'autre, et la construction de l'appareil à penser. La carence de messages renvoyés par son environnement, que cela soit à cause d'un mauvais ajustement environnemental ou de l'incapacité neurophysiologique du bébé à percevoir ces messages, va laisser le bébé aux prises avec ses impressions sensorielles et des émotions non transformées, et celles-ci vont provoquer chez lui un état de détresse important. Donc sans les parenthèses, ça donne, nous l'avons vu précédemment, c'est durant le stade oral que se mettent en place 2 choses très importantes pour le développement et l'épanouissement futur de l'enfant. Les premières bases de la relation d'objet et la construction de l'appareil à penser. La carence de messages renvoyés par son environnement va laisser le bébé aux prises avec ses impressions sensorielles et des émotions non transformées. Et celles-ci vont provoquer chez lui un état de détresse important. La personne psychotique n'a pas eu accès au complexe d'Oedipe, donc à la triangulation. Elle ne reconnaît pas le tiers, entre parenthèses, la loi. L'articulation entre les instances psychiques. L'articulation entre les instances psychiques. La psychose résulterait d'un conflit se situant non pas entre les instances internes ça, moi, sur moi, mais plutôt entre le ça et la réalité. En fait, dans la psychose, il s'agit avant tout d'une perte de contact avec la réalité. Le moi, qui est l'instance permettant à la personne d'être en contact avec le monde, est sous l'emprise du ça, les pulsions venant de l'inconscient. Le ça, c'est les pulsions venant de l'inconscient. Et sa fonction synthétique est abolie. Donc sans les parenthèses, ça donne: la psychose résulterait d'un conflit se situant non pas entre les instances internes, mais plutôt entre le ça et la réalité.
Dans la psychose, il s'agit avant tout d'une perte de contact avec la réalité. Le moi, qui est l'instance permettant à la personne d'être en contact avec le monde, est sous l'emprise du ça, et sa fonction synthétique est abolie. Le surmoi, en tant qu'instance, prenant en compte les interdits sociaux et moraux, régis par le principe de réalité, est oblitéré. La personne est donc incapable d'aménager des situations conflictuelles qu'elle vit, de façon à trouver un compromis entre la satisfaction qu'elle recherche et la réalité et ses limites. Entre parenthèses, principe de réalité. Chez elle, c'est donc le principe de plaisir qui prédomine. Les types d'angoisse prévalentes. Chez la personne psychotique, ce sont les angoisses primitives qui prédominent, à savoir l'angoisse d'anéantissement, l'angoisse de vidage et surtout l'angoisse de morcellement. Ces angoisses correspondent aux éprouvés les plus précoces du bébé durant les tout premiers mois de sa vie. Chez la personne psychotique, les angoisses primitives sont majeures, très envahissantes et invalidantes. L'angoisse de morcellement. Elle est considérée comme étant typique de la structuration psychotique. La perte de cohérence et la désorganisation sont au cœur de cette angoisse, le patient étant envahi par la sensation de tomber en morceaux et de se déconstruire en tant que sujet. Exemple, Sandra souffre de schizophrénie. Elle aime prendre des bains et peut y rester des heures. Cependant, elle refuse de rester dans la baignoire pendant que celle-ci se vide, car elle a l'impression que son corps va partir en morceaux et être aspiré dans le trou. L'angoisse d'anéantissement. Donc l'angoisse d'anéantissement, elle est décrite par Winnicott comme une crainte d'un effondrement interne que la personne ressent a priori comme en lien avec un événement catastrophique à venir, mais qui constitue en fait une réactualisation de l'expérience vécue par la personne en tant que bébé, quand son moi n'était pas en capacité de s'en forger une représentation. Donc l'angoisse d'anéantissement, décrite par Winnicott comme une crainte d'un effondrement interne que la personne ressent a priori comme en lien avec un événement catastrophique à venir, mais qui constitue en fait une réactualisation de l'expérience vécue par la personne en tant que bébé, quand son moi n'était pas en capacité de s'en forger une représentation. L'angoisse de vidage. Elle correspond à la sensation de se vider de sa substance, de ses contenus. Les mécanismes de défense prévalents. Pour lutter contre ces angoisses, la personne psychotique pourra développer un certain nombre de mécanismes défensifs très invalidants, car relevant tous, donc les mécanismes défensifs, relèvent tous d'une distorsion majeure de l'image de soi et des autres. Donc pour lutter contre ces angoisses, la personne psychotique pourra développer un certain nombre de mécanismes défensifs très invalidants, car relevant tous d'une distorsion majeure de l'image de soi et des autres. Le clivage du moi. Il est mis en place essentiellement pour protéger le patient psychotique contre l'angoisse de morcellement. Pour éviter sa propre disparition, le moi se scinde en deux parties distinctes. L'une reste en contact avec la réalité et l'autre se construit une néo-réalité. Le délire. Exemple, Madame Grosjean est secrétaire dans une petite entreprise. Elle fait bien son travail et son patron apprécie son efficacité et sa rigueur, même si elle est souvent difficile à vivre à cause de son caractère rigide. Il sait cependant qu'il doit absolument éviter un sujet de conversation avec elle, la politique, car aussitôt elle se met à s'énerver et à s'angoisser,
parlant d'un complot existant entre le président de la République et des extraterrestres venus de Neptune. Elle met ensuite beaucoup de temps à se calmer. Madame Grosjean présente un délire d'interprétation. Celui-ci se cantonne à un thème et tant qu'il n'est pas évoqué, elle est globalement capable de fonctionner normalement. Le clivage de l'objet. Il correspond au fait de scinder l'autre et le monde en deux parties disjointes, l'une étant porteuse de bons objets, l'autre de mauvais objets. Exemple, suite à un événement très stressant pour elle, une lettre la prévenant d'un prochain contrôle fiscal, le délire a finalement envahi toute la psyché de Madame Grosjean, et sa famille, très inquiète, l'a fait hospitaliser contre son gré. Dans le service, elle a vite fait le tri entre les bons infirmiers et les mauvais. Les bons sont ceux qui l'écoutent, les mauvais ceux qui interrompent son discours pour soi-disant aller travailler. Suivant les situations, les rôles changent, chacun devenant bon ou mauvais à son tour. Donc toujours dans les mécanismes de défense prévalents, après le clivage du moi, le clivage de l'objet, on en arrive à l'identification projective. C'est un mécanisme par lequel le sujet imagine s'introduire partiellement ou entièrement dans l'autre, ceci afin de le posséder fantasmatiquement, de le contrôler ou de lui nuire en y introduisant ses propres sentiments. Il se débarrasse d'un contenu mental lié à des états émotifs intolérables en le projetant sur autrui ou sur l'environnement extérieur. C'est alors pour le sujet comme si cet extérieur sur lequel il se projette devenait une extension de lui-même. Le vécu de celui qui est dans ce mécanisme est alors celui de la fusion. Dans cette situation, le sujet n'est pas différencié de l'objet, abolissant ainsi toute distance. Exemple, Lara est schizophrène, elle entre dans le bureau infirmier et dit brutalement à Dominique l'infirmière « J'ai remis de bonnes émotions dans votre cœur. Vous ne serez plus méchante à partir de maintenant. » Et enfin, le dernier mécanisme de défense qui prévaut, après le clivage du moi, le clivage de l'objet, l'identification projective, la projection. Ce mécanisme localise à l'extérieur d'une personne ce qui en fait se trouve à l'intérieur de lui. Le vécu de danger intérieur est placé sur l'autre et sur le monde extérieur. Le développement de la capacité de penser. Nous l'avons vu précédemment, chez la personne psychotique, la fonction alpha, qui est la capacité de transformer des éléments psychiques n'ayant pas de sens, entre parenthèses éléments primaires, en contenu psychique pensable, éléments secondaires, n'a pas pu se constituer au travers des contacts avec l'environnement immédiat. D'un point de vue psychodynamique, les réponses de l'entourage proche de l'enfant, ayant pour fonction de lui signifier son ressenti interne, n'ont donc pas été suffisamment adaptées et la capacité de mentalisation et de symbolisation n'a pas pu se mettre en place. Les impressions sensorielles et émotionnelles du bébé, du fait de son immaturité, n'ont pu être ni refoulées ni pensées, et, étant non contenues par le psychisme maternel, elles ont opéré une véritable intoxication psychique chez lui. Donc d'un point de vue psychodynamique, les réponses de l'entourage proche de l'enfant ayant pour fonction de lui signifier son ressenti interne, n'ont donc pas été suffisamment adaptées, et la capacité de mentalisation et de symbolisation n'a pas pu se mettre en place. Les impressions sensorielles et émotionnelles du bébé, du fait de son immaturité, n'ont pu être ni refoulées ni pensées, et,
étant non contenues par le psychisme maternel, elles ont opéré une véritable intoxication psychique chez lui, c'est-à-dire chez l'enfant. Les patients psychotiques se retrouvent envahis par des éléments psychiques peu différenciés et c'est alors qu'ils fabriquent un délire, c'est-à-dire une néo-réalité. Ce délire leur permettant de diminuer leur charge d'angoisse devant cet envahissement. Le délire représente alors un moyen de tenir face à l'insoutenable. Ce symptôme, comme tout autre symptôme, représente donc un compromis, une tentative d'auto-guérison. Le type de relation d'objet. Le type de relation d'objet. La relation avec une personne psychotique est surtout marquée par l'incapacité pour cette personne de faire la distinction entre le soi et le non-soi, entraînant chez celui qui y fait face une impression d'étrangeté et un sentiment de malaise interne. Par ailleurs, la personne psychotique alterne sans cesse entre la fusion et le clivage, ce qui peut exercer une certaine violence psychique chez celui qui y fait face, le mettant en position d'insécurité. Le fait que l'identification projective soit employée comme mécanisme défensif préférentiel peut également occasionner une contamination chez l'autre et lui faire vivre des expériences de confusion. Les conséquences sur le lien soignant. Instaurer un lien avec une personne psychotique relève d'un véritable défi pour le soignant, du fait de plusieurs difficultés. Alors, comme difficulté pour le soignant, donc instaurer un lien avec une personne psychotique relève d'un véritable défi pour le soignant, du fait de plusieurs difficultés. Donc la première difficulté, c'est le phénomène de contamination psychique. La deuxième, la présence d'un délire. La troisième, le recours à l'agir comme mode de fonctionnement prévalent. Ensuite, l'incapacité à se situer dans le temps. Et enfin, l'incapacité à intégrer des limites comportementales. Donc le phénomène de contamination psychique. La contamination psychique trouve sa source dans le fait que la personne alterne sans cesse entre la fusion et le clivage, sans position intermédiaire. Cela peut exercer une véritable violence psychique sur le soignant. En effet, celui-ci aura à accueillir en lui, à son corps défendant, les contenus archaïques que le patient projette sur lui. À l'inverse, étant donné la perméabilité psychique de la personnalité psychotique, celle-ci sera en mesure d'être elle-même envahie par les contenus inconscients du soignant. En fait, les fonctionnements primaires réciproques sont favorisés par le fait que le moi psychotique n'est pas structuré. C'est ce qui donne parfois l'impression au soignant que le patient psychotique est capable de lire en lui, entre guillemets, c'est-à-dire de percevoir ce qui l'habite sans qu'aucun mot n'ait été prononcé. Alors, un exemple. Béatrice est infirmière et elle n'apprécie pas beaucoup de devoir s'occuper de Martine, qui est schizophrène, et qui demande toujours un gros accompagnement à la toilette. De son côté, Martine n'apprécie pas le fait que ce soit Béatrice qui s'occupe d'elle. Durant son bain, elle n'arrête pas de répéter « Vous ne m'aimez pas, vous êtes une méchante ». Béatrice dément les propos de Martine, mais tout au fond d'elle, elle se sent un peu mal à l'aise. La présence d'un délire. Sans cesse, le soignant devra tenir compte du fait que le délire colore l'intégralité de la relation. Il devra donc mesurer tout ce qu'il dit, cela en fonction de l'univers propre à chaque patient. Exemple, Monsieur Lelon souffre de paranoïa. Il entre dans la salle de soins et demande à Pedro, l'infirmier qui travaille ce soir-là, « Est-ce que vous pouvez me donner mon cachet ?» Pedro plaisante alors en souriant, « Ah, s'il est caché, je ne peux pas vous le donner. »
Aussitôt Monsieur Lelong fronce les sourcils d'un air suspicieux. Pourquoi l'avez-vous caché? Vous en avez après moi? Aussitôt Pedro rectifie la situation en expliquant à Monsieur Lelong qu'il a plaisanté. La collègue de Pedro, qui a assisté à la scène, lui expliquera un peu plus tard qu'il est déconseillé de plaisanter avec une personne souffrant de paranoïa, car celle-ci a tendance à prendre au pied de la lettre et à interpréter tout ce qui lui est dit. Le recours à l'agir comme mode de fonctionnement prévalent. Une autre difficulté vient du fait que la personne psychotique a une propension à être dans l'agir. Du fait de l'envahissement permanent de son psychisme par des éléments archaïques, elle se voit incapable d'élaborer en pensée et aura donc une propension à être plutôt dans le registre de l'agir, et cela tant en pensée. Elle projette des paroles sans filtre ni réflexion à l'extérieur d'elle, livrant de façon brute ce qui vit dans son psychisme. Idées délirantes, pensées incongrues ou déplacées. Qu'en acte, violence physique, passage à l'acte. Exemple, l'infirmier Vincent entre comme chaque matin dans la chambre de Mélanie, qui souffre de schizophrénie, pour lui dire de se lever. Il a un bon contact avec elle et habituellement, après 1 ou 2 sollicitations de sa part, elle finit par se lever pour aller faire sa toilette. Ce matin-là, il est très surpris quand Mélanie se redresse brusquement et lui envoie une gifle monumentale, criant « Moi, je dors ». L'incapacité à se situer dans le temps. L'incapacité pour la personne à se situer dans un axe temporel crée une difficulté particulière dans la relation. En effet, pour elle, il n'y a que le présent qui compte et elle est incapable d'intégrer passé et futur, de supporter l'attente et la séparation, du fait d'une incapacité fondamentale à la symbolisation. La personne est globalement dans l'incapacité de savoir attendre et elle a une propension à revenir sans cesse poser les mêmes questions au soignant. Face à cette attitude, le soignant doit faire preuve de patience, sachant que la personne ne fait pas exprès de revenir sans cesse poser les mêmes questions. Exemple, Christophe est schizophrène et il est hospitalisé en psychiatrie. Donc, Christophe est schizophrène et il est hospitalisé en psychiatrie. Il doit partir 3 jours plus tard en vacances avec un organisme spécialisé. À longueur de journée, il demande aux soignants « On part maintenant ?» Ceux-ci ont beau lui répondre, il continue à poser sa question jusqu'au moment du départ. L'incapacité à intégrer des limites comportementales. Par ailleurs, l'incapacité de la personne à intégrer des limites comportementales, à cause de son surmoi inopérant, l'amène à ignorer littéralement les règles du service et à ne pas respecter les limites d'autrui. L'infirmier doit alors gérer la personne et les conflits éventuels générés avec les autres patients qui ne comprennent pas son comportement. Exemple, Christophe aime bien les montres. Il les étale sur la table qui se trouve dans sa chambre et reste des heures à les contempler. Il a tendance à entrer sans autorisation dans la chambre des autres patients, et dès qu'il trouve une montre, il la prend pour l'ajouter à sa collection. Certains patients le prennent très mal, notamment Monsieur Lelong, qui pense que Christophe est un envoyé secret du gouvernement, animé de mauvaises intentions à son égard. Les modes de décompensation psychotique. Les pathologies psychotiques peuvent être de nature différente, mais elles se caractérisent toutes par des troubles de la pensée, délire, ou des perceptions, hallucinations, ainsi que des troubles du comportement, inadaptation au réel. Les états psychotiques se subdivisent en états aigus et chroniques. Les principaux états
psychotiques aigus, dits brefs, sont donc les principaux états psychotiques aigus, dits brefs, sont la bouffée délirante aiguë ou schizophréniforme, qui peut apparaître de façon instantanée et inattendue dans la vie de la personne, la psychose puerpérale ou trouble psychotique bref du postpartum, qui apparaît dans les 4 semaines suivant l'accouchement. Ensuite, les principaux états psychotiques chroniques sont la schizophrénie, la paranoïa ou personnalité paranoïaque, la psychose hallucinatoire chronique ou schizophrénie paranoïde et la paraphrénie. Points clés, donc les points clés à retenir. Caractéristiques de la structure de personnalité psychotique. Il y a une perturbation fondamentale du rapport à la réalité. La personnalité et l'identité profonde sont radicalement perturbées. Absence de conscience des troubles, c'est l'anosognosie. Le détachement du réel avec apparition d'une néo-réalité, c'est le délire. Les symptômes ne sont pas compréhensibles en fonction de l'histoire de la maladie. Le type d'angoisse prévalent est l'angoisse de morcellement. Les mécanismes de défense mis en place de façon préférentielle sont le clivage du moi, le clivage de l'objet et l'identification projective et la projection. L'instance psychique dominante est le ça. La relation d'objet qu'elle développe est fusionnelle. Son rapport au principe de réalité est fondé sur le déni de celle-ci et le principe de plaisir est prévalent. Et son mode de fonctionnement psychique est dominé par les processus primaires, c'est-à-dire les contenus psychiques non encore mis en sens, contrairement à la névrose, dans laquelle ce sont les processus secondaires qui prévalent, la personne étant alors capable de penser des pensées. C'est l'inconscient qui régit la personne psychotique.